Le nouveau gouvernement Barnier peut-il tenir? Peut-il avoir le soutien de l'opinion? L'analyse et les éclairages d'un spécialiste des sondages et de leur histoire, Frédéric Michaud, le directeur adjoint d'Opinionway. Il avait été menacé et diffamé pour avoir dénoncé l'islamisme et sa montée dans son lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes. Didier Lemaire, le professeur de philosophie, vient de gagner son procès contre le maire de Trappes, Ali Rabé. Il nous racontera, il réagira aussi à la nomination d'Anne Genetet au ministère de l'Éducation nationale. Et puis nous aurons le plaisir d'accueillir un grand nom de l'industrie française, un mythe même de l'automobile, le petit-fils d'André Citroën, Henri Jacques, milite pour l'entrée de son grand-père André, donc au Panthéon. C'est ambitieux, c'est audacieux, c'est un combat et c'est un point de vue. Bonjour Frédéric Michaud. Bonjour. C'était il y a quelques minutes, ce lundi matin, l'un des moments très guettés, cette passation de pouvoir entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Premiers extraits du nouveau ministre de l'Intérieur. Le pouvoir doit la fermeté contre ceux qui troublent l'ordre public, parce que sinon, il est le complice de leur désordre. Alors oui, tous ensemble, nous devons avoir le courage de la fermeté, le courage d'une juste fermeté. Pour le collégien tabassé, pour la jeune fille violée, pour la veuve du gendarme endeuillée, pour nos compatriotes qui, à raison de leurs origines, de leur couleur de peau, de leurs croyances, sont menacés. Je parle et je pense tout particulièrement à nos compatriotes juifs. Nous ne devons rien, absolument rien, laisser passer. Je ne céderai rien, à ajouter Bruno Retailleau. Commentaire, réaction. Ce qui est très frappant, c'est que dès la passation de pouvoir, Bruno Retailleau endosse l'habit du locataire de Beauvau, le mot de fermeté qui est répété à plusieurs reprises, une forme d'intransigeance affichée immédiatement. Voilà, il n'y a pas de transition. Il entre directement dans le rôle du premier flic de France. Quelle est vraiment l'attente des Français en matière justement de sécurité, en matière et plus généralement en matière en matière d'immigration? Alors quand on analyse la hiérarchie des préoccupations des Français, la première préoccupation reste la question du pouvoir d'achat, de la lutte contre la hausse des prix, mais derrière on retrouve ce couple sécurité-immigration, donc en deuxième et en troisième position, avec toujours des attentes extrêmement fortes. Les enjeux de la sécurité sont bien connus, bien identifiés par les Français, la lutte contre la délinquance, la lutte contre le narcotrafic qui a bien été perçu par l'opinion publique comme une cause d'insécurité. Puis en matière d'immigration, en dépit de toutes les lois qui ont été votées au cours des dernières décennies, il y a encore une attente forte dans l'opinion publique de changer les règles en matière d'immigration, justement pour faire en sorte qu'il y ait davantage de fermeté dans ce domaine. Question précisément, parce que c'est le titre du contrepoint de Guillaume Tabar dans le Figaro de ces dernières heures. Bruno Retailleau doit plus écouter, dit-il, l'opinion que les associations par rapport à ces questions-là. En tous les cas, doit plus être à l'écoute de l'opinion. Y a-t-il un bras de fer, finalement, entre d'un côté le sentiment général de l'opinion sur ces questions-là, et par contre, ce qu'on appelle les leaders d'opinion, les médias et les associations? Oui, d'une certaine manière, et on l'avait vu lors de la précédente loi immigration, où l'intégralité des mesures qui étaient proposées étaient soutenues par l'opinion, qui était favorable dans des proportions très très larges, plus de 75%, 80-90% pour certaines mesures. Je pense par exemple au remplacement de l'aide médicale d'État par l'aide médicale d'urgence, 71% des Français y étaient favorables. Donc un soutien très fort de l'opinion à l'égard de ces différentes mesures, et puis un monde politique qui s'était montré un petit peu plus réticent ou timoré dans la loi qui avait été mise en œuvre. Est-ce
que sur ce plan-là, Frédéric Michaud, est-ce que la question de l'immigration n'est pas un lieu, un terrain, une illustration de ce gouffre démocratique que vous pointez dans votre dernier livre ? Oui, d'une certaine manière. Alors, le gouffre démocratique, c'est l'incompréhension entre les gouvernants et l'opinion. Donc, de ce que vous venez de dire, ça en est parfaitement l'illustration. Absolument, mais voilà, c'est aussi l'un des enjeux de ce gouvernement. Oui. On voit bien qu'il y a un socle parlementaire qui est très limité, avec un capital politique qui l'est tout autant, notamment en raison des conditions même de la dissolution. Le Front républicain, ça ne trace pas un programme, ça n'a pas dégagé une majorité politique. Par conséquent... une majorité cohérente. En tout cas, une majorité cohérente. Si on prend le Front républicain, finalement, on doit arriver pas loin des 289 députés. Oui, mais on voit bien que toute une partie de la gauche qui a participé au Front républicain refuse de participer au gouvernement. Donc il n'y a pas une forme d'unité, d'union nationale. Celle qui s'est exprimée dans les urnes ne s'est pas retrouvée au gouvernement. Par conséquent, je dirais qu'il est impératif pour le gouvernement, pour sa survie, de rechercher l'appui de l'opinion publique dans tous les domaines. Il y a précisément un point sur lequel il pourrait peut-être retrouver l'appui de l'opinion publique, c'est celui de la justice. Didier Migaud a été nommé à ce ministère. Quelle est justement l'attente des Français en ces domaines ? Alors, il y a des attentes qui sont fortes. D'abord, pour 87% des Français, la justice ne sanctionne pas assez fermement, on retrouve l'idée de fermeté, pas assez fermement les auteurs de crimes et délits. Donc ça, c'est très consensuel, c'est très largement répandu dans la population. Dans une moindre mesure, mais ça reste majoritaire tout de même, 62% des Français nous disent que la justice entrave le travail de la police et regrette un manque de coopération entre la police et la justice qui fait que, au final, le travail de la police n'est pas assez efficace. Donc on voit bien là qu'il y a une nécessité pour l'opinion publique, en tout cas il y a une attente forte d'un dialogue beaucoup plus étroit entre la place Beauvau et la chancellerie. De quoi ce gouvernement et le nom, plus exactement, que vous êtes-vous dit quand vous avez appris sa nomination ? Et je dirais que c'est la résultante d'une coalition qui s'est improvisée à la suite de l'Assemblée fragmentée qui est sortie des urnes. Et c'est d'ailleurs une nouveauté dans notre pays, c'est très courant dans d'autres pays. En France, généralement, les coalitions se font avant les élections. Et les partis politiques s'associent et présentent un programme commun devant les électeurs. Là, pour la première fois, en tout cas de façon inédite depuis longtemps, on a des partis politiques qui sont contraints de s'associer après les élections, précisément parce qu'aucune majorité n'est sortie des urnes. Donc c'est ça qui donne cette impression d'abord d'impréparation, et puis aussi de grande précarité de cet attelage politique. Michel Barnier déclarait aux 20h de France 2 ce dimanche soir, ce n'est pas un gouvernement de cohabitation. Vraiment pas ? Non, vraiment pas. En tout cas, tel que la cohabitation a déjà eu lieu à 3 reprises par le passé. La cohabitation, c'est quand la majorité gouvernementale n'est pas de la même couleur que la majorité, que le président de la République. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de majorité, mais disons dans le socle parlementaire qui soutient le gouvernement, la plus grande partie est issue des rangs de l'ancienne coalition présidentielle. Donc, il n'y a pas à proprement parler de cohabitation. En revanche, nous sommes dans le cadre d'une cohabitation à l'intérieur du gouvernement. Voilà, il y a une coalition avec des façons de voir qui ont des points de convergence. D'abord, il y a l'unité gouvernementale. Et donc le pouvoir rassemble. Mais aussi... C'est un piège, par exemple, pour Bruno Retailleau, par exemple, ça. C'est-à-dire ? Finalement, de jouer finalement le jeu d'un pouvoir auquel il s'est jusqu'à présent opposé,
ça risque d'être un piège pour lui. Oui, mais ça peut l'être aussi pour les Républicains d'une certaine manière. Là, je crois que maintenant qu'ils se sont engagés derrière Michel Barnier, ils doivent tout faire pour faire que ce gouvernement réussisse. Mais oui, il y a des points de convergence. Je pense que le pouvoir soude. Mais il y a aussi des différences ou des divergences politiques, éventuellement idéologiques, qui préexistaient, qui vont devoir être mises en sourdine dans les mois qui viennent pour faire réussir ce gouvernement. Alors, est-ce que les Français perçoivent ce gouvernement comme un gouvernement de cohabitation ou non, comme un gouvernement qui est en phase avec le chef de l'État? Alors c'est encore trop tôt pour le dire, puisqu'il vient d'être nommé. Donc nous verrons ce qui ressort des premières enquêtes d'opinion. Ce qui est certain, c'est que les Français sont en attente d'abord de stabilité institutionnelle, et puis ensuite d'efficacité. L'un des grands problèmes, en tout cas tel qu'il est perçu par les Français, c'est une forme d'impuissance de l'action politique à transformer le quotidien des Français. Donc là, on a vraiment deux attentes fortes, de l'efficacité politique et puis aussi une forme de stabilité. Alors, précisément sur ce point-là, justement, la gauche, et en particulier le Nouveau Front Populaire, annonce une motion de censure. Les Français sont-ils favorables au vote d'une telle motion de censure? La motion de censure, c'est un acte lourd. C'est un acte grave. Dans la Constitution, c'est le pendant pour le législatif de la dissolution pour l'exécutif. C'est pas une mesure qu'on prend à la légère. On voit bien le jeu politique qui consiste pour les oppositions à agiter en permanence cette épée de Damoclès, à menacer en permanence d'utiliser une motion de censure pour obtenir des gains politiques. Le passage à l'acte de la motion de censure, c'est autre chose. Et c'est un acte qui est lourd de responsabilité. Je crois qu'il faut un motif, ou il faudrait un motif extrêmement clair, très lisible par l'opinion, pour que les Français la comprennent et l'acceptent, tant ils sont attachés à une forme de stabilité institutionnelle et donc gouvernementale. Dans les ministres qui sont entrés au gouvernement, Laurence Garnier comme secrétaire d'État à la consommation, elle a été écartée d'un ministère de la Famille pour cause d'opposition aux lois sociétales, constitutionnalisation de l'avortement, mariage pour tous, changement de sexe. Sa nomination à un poste comme celui de ministre de la Famille aurait-elle fait autant bondir l'opinion que la gauche et les leaders d'opinion? Là, on spécule, on fait des hypothèses. Ce qui est clair quand on regarde et je crois d'ailleurs que le Premier ministre a bien fait d'évacuer cette polémique hier soir aux 20h de France 2 en s'érigeant en rempart des acquis sociétaux des dernières années. Rempart du progressisme, dit cet attracteur. Quand on regarde les chiffres, dans l'opinion publique, on voit que plus de 2/3 de la population est favorable au mariage entre personnes du même sexe. 2/3 des Français sont favorables à l'adoption par les couples homosexuels. 62% des Français sont à l'adoption et 62% sont favorables à la PMA pour les couples homosexuels. Donc ces questions-là dans l'opinion publique ne font plus question. Y compris pour la GPA, si ça nécessite une GPA? Alors pour la GPA, je crois que là aussi on a une progression de l'opinion publique en soutien de cette question. Une progression. Toute la question est de savoir si cette part devient majoritaire ou pas. Oui, alors je crois qu'elle doit approcher d'une majorité. Les Français, dans un autre domaine, Frédéric Michaud, vous venez de faire un grand sondage, les Français sont redevenus fiers de leur pays. Alors pas redevenus, ils l'ont toujours été. Ils l'ont toujours été, mais la fierté... Là encore, vous voyez, la perception médiatique nous biaise parfois. Mais la fierté d'être français, d'abord, elle est très largement partagée. 78% des Français sont fiers d'être français. Et surtout, cette fierté, elle a progressé de 3 points
en un an. Alors il y a évidemment une cause à laquelle on pense tout de suite, c'est la réussite des Jeux Olympiques. Mais c'est intéressant de noter que, en dépit des événements politiques qui pourrait inciter à une forme de morosité, peut-être de désespoir aussi par rapport à cette situation politique, eh bien tout de même les Français restent fiers d'être Français, et puis surtout cette fierté elle est partagée par tous les Français, quelle que soit leur sympathie politique. C'est vrai autant chez les sympathisants de gauche, chez les soutiens du président de la République, à droite et au Rassemblement national. Donc c'est vraiment quelque chose qui unit les Français. On parle beaucoup de points de fracture, de divergence dans la société. La fierté d'être Français, c'est un point d'union. Est-ce que c'est une fierté qui est sur les mêmes bases ? Est-ce qu'on est fier d'être Français pour les mêmes raisons, selon qu'on soit de gauche ou selon qu'on soit de droite ? Non, sans doute pas, mais c'est le résultat qui est intéressant. Il y a un autre point de fierté, c'est le drapeau. On a vu beaucoup de drapeaux cet été, pendant les JO. 84% des Français sont fiers du drapeau tricolore, absolument. Eh bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut regarder toujours les sondages. Parce qu'ils remettent en cause certaines perceptions et certaines évidences. Et c'est tout l'intérêt de vos travaux, Frédéric Michaud. Votre sondage est à découvrir sur le site d'Opinionway. Et plus généralement, je rappelle vos derniers livres, d'ailleurs vos derniers excellents livres, Le Gouffre démocratique, ça c'est aux éditions des Cerfs. Et puis il y a également une histoire de la présidentielle, une histoire de la cinquième, le sacre de l'opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages. Et c'est extrêmement intéressant. Merci. Et c'est aux éditions du Cerf. Vous restez avec nous, Didier Lemaire, le prof de philo de Trappes, est notre invité. Sa première réaction dans un instant depuis sa relaxe dans son procès avec le maire de Trappes, Ali Rabé. Mais d'abord, sa réaction au changement de ministre de Grenelle, la nomination d'Anne Genetet et le testament que l'on vient d'avoir de Nicole Belloubet. Pour cela, il convient nécessairement de disposer de quelques moyens. J'ai parlé de sanctuarisation du budget. C'est une exigence que je maintiens, malgré la baisse incontestable du nombre d'élèves. Cette sanctuarisation, elle est nécessaire pour permettre une évolution progressive de notre système, pour procéder au rééquilibrage nécessaire et pour effectuer d'éventuels redéploiements. L'école est toujours un investissement pour l'avenir et lui appliquer uniformément des règles de droit budgétaire, ce n'est pas, je le crois, rendre service à la République. Bonjour Didier Lemaire. Bonjour. Nicole Belloubet qui demande la sanctuarisation du budget du ministère de l'Éducation nationale malgré la baisse du nombre d'élèves. Est-ce que vous l'approuvez ou est-ce que vous désapprouvez, tout simplement ? Je suspendrai mon jugement en tant que professeur de philosophie, mais il me semble que la question du budget, pour moi, est secondaire par rapport à l'état de cette institution, de ce service public qui va vraiment extrêmement mal. C'est une baisse depuis 30 ans du niveau scolaire. C'est une catastrophe aussi par la pénétration de l'islamisme à l'école. Il y a également le problème des inégalités à l'école, de l'inégalité des chances. Cette école républicaine ne fonctionne plus. Avant même d'aborder la question du budget, je crois qu'il faut faire un état des lieux de cette institution. Une inégalité des chances, et pourtant, quand on se retrouve dans des établissements scolaires, dans un secteur donné, tout le monde peut accéder à ces établissements, pourvu que ce soit dans leur secteur. Oui. Donc il y a une égalité quand même quelque part. Oui, tout le monde peut entrer, mais tout le monde n'entre pas non plus dans les mêmes classes. Quand vous avez, on peut le calculer aujourd'hui, vous avez par exemple des enfants qui viennent de milieux dont les parents sont au chômage ou sont simples employés. Ils ont entre 25 et 30% de chances d'avoir un baccalauréat général parce qu'ils vont être orientés auparavant. C'est-à-dire que l'école, au fond, n'est plus un ascenseur social et ne parvient plus à transmettre une culture commune. Est-ce que ce que vous dites, c'est finalement l'inverse ou c'est plutôt la poursuite
de ce que disait Bourdieu, c'est-à-dire que l'école, même républicaine, même égalitaire, continue de produire les inégalités. Ça, c'est un constat et c'est une observation. Ensuite, on n'est pas forcément pour autant d'accord avec les solutions que propose ce sociologue. Pour ma part, je serais très réservé sur ces solutions. Oui, mais je vous parle du constat. Mais pour le constat, absolument. Le constat est juste. Nous sommes le dernier pays de l'OCDE sur le plan de l'égalité scolaire. Mais c'est quand même très frappant parce que, d'abord, l'ascenseur social par l'école, c'est quand même quelque chose qui a existé, c'est même ce qui a fait le succès de l'école républicaine, et ce qui fait l'école en général, même quand elle n'était pas républicaine. La deuxième chose, c'est que précisément, on est même allé très loin dans l'égalité, puisqu'on a voulu que tout le monde ait le bac. Donc, au nom du principe de l'égalité. Ça, ce n'est pas l'égalité, c'est un mensonge. C'est-à-dire que quand on donne un diplôme qui est démonétisé, qui n'a plus de valeur, c'est un mensonge. Et je crois que l'école vit sur ce mensonge. Ça fait 20 ans qu'on proclame l'égalité des chances dans les lycées. Elle n'existe pas de fait, cette égalité des chances. Elle existe sur le papier. C'est-à-dire qu'au nom de l'égalitarisme, finalement, on a tué l'égalité. C'est ça que vous voulez dire ? Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. Oui. Êtes-vous satisfait du départ de Nicole Belloubet ? On ne peut pas dire que ce soit une ministre qui ait pris la mesure, justement, du naufrage de cette institution. Et je pense qu'en dépit de ses déclarations, elle n'a pas non plus pris la mesure de la question de la laïcité à l'école. On va revenir sur ces deux points. L'arrivée d'Anne Genetet vous rassure ou vous inquiète ? Je ne vais pas non plus me prononcer sur sa personne. J'espère que son profil, peut-être. J'espère que son premier acte sera de prendre justement la mesure de l'état de cette institution, parce que si on ne dit pas la vérité aux Français, on ne pourra pas refonder cette école. Aujourd'hui, il faut reprendre, je pense, les choses depuis le départ. Il y a une autre. Vous partagez la colère des syndicats d'enseignants par rapport à cette nomination, par rapport au fait qu'elle n'est absolument pas issue du sérail. C'est effectivement un problème. C'est un problème ? C'est un problème. Maintenant, on peut... Vous n'êtes pas du genre, comme Clémenceau, de dire la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires, l'éducation nationale est trop sérieuse pour la confier à des gens du sérail ? Ça dépend du profil. Je ne peux pas vous répondre dans l'absolu. Je pense que d'anciens enseignants sont peut-être... on en a connu d'ailleurs des ministres qui ont eu une politique tout à fait positive sur l'école et qui étaient eux-mêmes enseignants. Il y a une autre nomination sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, surtout le héros de la laïcité que vous êtes, dans les deux termes d'ailleurs. Othman Nasrou est nommé comme secrétaire d'État à la citoyenneté et la lutte contre les discriminations. J'ai connu Monsieur Nasrou avant même d'être exposé et médiatisé. Je l'avais contacté, comme j'ai contacté d'autres élus, pour me soutenir dans un projet avec mes élèves, pour leur montrer une pièce de théâtre. Et je dois dire que j'ai été extrêmement bien accueilli par Monsieur Nasrou, qui m'a vraiment aidé dans mes démarches. Ensuite, au moment de mon exposition, après ma publication de la lettre dans l'Obs et dans d'autres journaux, il s'est inquiété. Il a été l'un des premiers à s'inquiéter avec Valérie Pécresse de ma sécurité. Et il a fait le nécessaire aussi pour que je sois en sécurité. Alors, donc j'imagine que vous êtes plutôt satisfait de cette nomination. Précision. Ce secrétariat d'État devait être un secrétariat d'État à la laïcité. Il est devenu un secrétariat d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Oui, alors la laïcité est comprise dans la citoyenneté, puisque la loi républicaine, c'est une loi qui s'applique à tous, indépendamment des communautés. Elle ne reconnaît pas d'autres communautés que la communauté nationale. Donc on peut considérer que le titre reste pertinent. Pour ce qui est de la lutte contre les discriminations, aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit finalement la question centrale aujourd'hui dans notre pays, même si bien sûr il faut lutter contre les discriminations. Ces discriminations, entre parenthèses, elles sont faites aujourd'hui par ceux qui cherchent à soustraire
des hommes de la communauté nationale. Par exemple Par exemple, à commencer par les islamistes eux-mêmes, qui, en réalité, pratiquent une forme de ségrégation dans les classes. Je l'ai vu notamment lors de ma dernière année. Les garçons salafistes ordonnent aux jeunes filles de ne pas se mêler, de ne pas s'asseoir à côté des garçons en classe. Vous avez assisté à de telles scènes dans une classe de philosophie, en terminale, en banlieue parisienne. Vous estimez qu'il y a combien de jeunes salafistes ou tentés par le salafisme sur une classe de 30 élèves? Ça dépend des classes. Après les attentats de 2015-2016, il s'agissait de personnes isolées. En 2020-2021, on peut dire que dans certaines classes que j'ai eues, les salafistes contrôlaient la classe. C'est-à-dire que il n'était pas question... À combien ? Il suffit de 2 garçons dans une classe pour imposer cet ordre-là. C'est les minorités déterminées. Oui, et d'ailleurs, il faut quand même souligner le fait, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais que la République n'a pas protégé, y compris les élèves musulmans, qui ne sont pas eux-mêmes, qui résistent à cette emprise salafiste. Moi, j'ai eu beaucoup d'élèves qui avaient une foi musulmane, sincère, et qui refusaient cette pression. Bon, c'était la dernière année, il n'y en avait plus beaucoup, évidemment. Alors, c'est ce qui vous a fait connaître Didier Lemaire, on y revient, c'est des menaces que vous avez dénoncées pour vous être opposé à l'islamisme. Et puis encore, vous êtes retrouvé donc, sur le banc des accusés donc, de diffamation. Oui, j'étais accusé de diffamation par le maire de Trappes, à la suite d'ailleurs 3 jours après l'annulation des élections. À Trappes, les élections municipales. C'était Othman Nasrou justement qui avait demandé. Et Ali Rabet a été réélu maire de Trappes. C'est ça. Et à ma grande surprise d'ailleurs, parce que M. Rabet, je le connaissais, nous avions travaillé ensemble au lycée avec mon proviseur à des projets de déradicalisation, donc il n'y avait aucune inimitié entre nous. Et il s'est saisi, je pense, de ma parole et de mon exposition. Donc, en l'occurrence, d'un interview que vous aviez accordé à nos confrères du Point, absolument, où vous disiez que Ali Rabet vous a mis une cible dans le dos. C'est ça. Exactement. Et je dénonçais finalement son irresponsabilité en tant qu'élu que de colporter des rumeurs me concernant mon racisme, ma supposée islamophobie notamment. Et à un moment où j'étais sous escorte policière, j'allais au lycée escorté de policiers armés depuis mon domicile jusqu'à ma salle de classe. Alors, dans un contexte quand même qui est terrible. Dans ce contexte-là, effectivement, Didier Lemaire, pour l'instant, donc, le tribunal vous a relaxé de cette accusation de diffamation. La 17e chambre correctionnelle de Paris m'a relaxé, en effet. Bien connu des journalistes. Voilà. Maître Jakubowicz, mon avocat, a démontré d'une part qu'il ne s'agissait pas que mes propos ne relevaient pas de la diffamation, et d'autre part, il a apporté des éléments de contexte qui faisaient comprendre que mon propos était un propos de bonne foi et qu'il n'y avait pas de mauvaise foi ou d'intention de salir, de manipuler, parce que autour du maire de Trappes, tout de même, il y a eu des journaux qui ont relayé des accusations quand même assez graves sur ma santé mentale, notamment, mettant en cause ma probité, mon honneur. Un préfet également l'a fait, le préfet Jacques Brault à l'époque. Il y a une campagne... Vous accusez d'exagérer la menace. Oui, on a essayé de me... pas, mais l'exagérer. Oui, on a essayé de me discréditer. En gros, il s'agissait de me faire passer pour un mythomane et de ne pas reconnaître finalement que Trappes est un territoire conquis par l'islamisme. Ce que j'ai observé pendant 20 ans. Donc, on a voulu me faire taire de cette manière-là, en me discréditant. Et la campagne du maire, je pense, qui est allée sur de nombreux plateaux pour lui aussi me discréditer, s'inscrit dans ce contexte. Vous êtes soulagé ? Oui, je suis soulagé, oui. Oui, c'est un moment de reconnaissance aussi de mon combat et de la vérité de ma parole. Vous pensez que vous allez pouvoir revenir à Trappes ? Je pense que pour des raisons de sécurité, ce ne serait pas très raisonnable. J'aime beaucoup ce métier.
c'est un métier que j'ai exercé avec passion, et notamment à Trappes, parce que je me sentais peut-être plus utile encore qu'ailleurs. J'ai eu aussi de très très belles années. Chaque année, j'y allais avec plus de joie, hein, vraiment. Mais je crois que non, ce n'est pas raisonnable. Donc, pour vous, Trappes est un territoire... Vous avez perdu, en tous les cas, cette bataille, quelque part. Oui, mais c'est la République qui l'a perdu. Moi, j'ai alerté le président de la République avec Jean-Pierre Aubin dès 2018, justement... Jean-Pierre Aubin, donc inspecteur général de l'Éducation nationale, voilà, qui avait fait des rapports très remarqués sur la laïcité. Voilà, donc nous avons averti, et puis rien n'a été fait finalement pour soustraire ces jeunes à l'emprise des recruteurs salafistes à Trappes. Je reviens justement sur l'état de la situation et l'état de l'éducation nationale aujourd'hui et la prise de fonction de cette nouvelle équipe. Quelles doivent être ses priorités ? Je pense qu'il y a plusieurs priorités. D'abord, la première chose, c'est que 50% des enseignants aujourd'hui sont sous censure. Ça veut dire que l'islamisme a pénétré réellement l'école. Donc là, je pense qu'il faut rétablir l'autorité de ces enseignants. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures à prendre. Une ou deux mesures. Mais la première, c'est la fermeté concernant les menaces contre les professeurs. Ça, exclure ceux qui les profèrent, par exemple ? Et définitivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transiger, on ne peut pas attendre. Il ne s'agit pas de conseil de discipline. Nous sommes dans une situation qui n'est pas exactement... Notre pays n'est plus dans un état de paix. Il est dans un état, il n'est pas non plus dans un état de guerre, mais il est dans un état où chacun demain, par sa parole, peut être menacé. De nombreux professeurs l'ont été. Il se trouve que ma parole, ou évidemment celle d'autres enseignants qui ont été tués, est visible. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est tous les professeurs qui eux-mêmes subissent ces pressions au quotidien. Ça, ce n'est pas connu. Quelles sont d'ailleurs les menaces qui avaient été proférées à votre encontre? Alors, exact. J'ai toujours été très précis là-dessus, parce que là encore, on m'a accusé d'avoir fantasmé des menaces. Suite à la publication de ma lettre dans l'Obs, ma lettre aux enseignants, alertant encore une fois sur l'islamisme, je suis contacté par... D'abord, je préviens les autorités policières, parce que je sais que ça peut être dangereux. Je les préviens, et... à ce moment-là, un colonel des renseignements territoriaux m'explique que la ville de Trappes est en ébullition et que ma situation est extrêmement périlleuse. Voilà. Je rappelle quand même que quelques mois avant ma propre exfiltration, 2 mois auparavant, une autre collègue d'un autre établissement de Trappes est exfiltrée, elle, en catimini, sans que personne ne le sache, parce qu'elle est menacée par un parent d'élève. Voilà, vous avez été menacé par des parents d'élèves ? Alors moi, je n'ai pas été menacé par des parents d'élèves. Alors les menaces précises, elles ne sont pas. Il n'y a pas. Je ne sais pas. Plutôt, vous avez été contacté par quelqu'un des renseignements territoriaux, et c'est comme ça que vous avez appris que vous étiez menacé. Oui, absolument. Je il n'y a pas de menace qui a été directe, qui avait été proférée en classe. Mais je rappelle que Samuel Paty non plus n'a pas été. Il n'y a pas eu de menace de mort proférée contre lui directement. Ça avait été quand même dans les réseaux. Ça avait été propagé, c'est comme ça que... Oui, mais de la même façon, dans les réseaux, et une journaliste néerlandaise d'ailleurs qui m'a appris, qui a enquêté 3 fois sur Trappes, que si je continuais de parler, c'est les paroles qu'elle m'a rapportées, si je continuais de parler de Trappes, je serai le prochain Samuel Paty. Donc ça, voilà ce qui se disait dans la ville de Trappes, dans les milieux associatifs. Didier Lemaire continue de parler, il sera le prochain Samuel Paty. Vous êtes justement, vous parlez de Samuel Paty, vous êtes un professeur du public, un enfant de la laïque, comme Samuel Paty, comme Dominique Bernard, assassiné à Arras, comme tant d'autres qui ont à cœur de continuer à transmettre et à enseigner. N'est-ce pas là, plus exactement, la force de l'éducation nationale, plus encore que la laïcité ? Oui, la force de l'éducation nationale, et je pense que c'est un point qu'il va falloir aussi reprendre au niveau le plus haut politique, c'est sa mission. Et quelle est la mission d'un enseignant ? C'est de transmettre une culture commune, et pas n'importe laquelle, la culture humaniste, c'est-à-dire la culture qui permet à chaque individu d'accéder à sa singularité, à sa liberté, mais aussi de comprendre l'autre
d'accéder à l'autre par le travail de l'universalité de la raison. C'est-à-dire qu'il y a cette partie qui est le travail de transmission des connaissances, d'instruction, de développement de la capacité de juger, et de l'autre aussi, il y a, grâce aux humanités, un accès à ce qui est singulier et ce qui ne peut pas être généralisé grâce à l'art notamment. Et cette culture, elle est fondamentale parce qu'elle nous permet d'accéder à notre propre individualité et donc à devenir plus tard des citoyens. Les droits de l'homme et du citoyen s'articulent. On ne peut pas être citoyen si on n'est pas non plus pleinement un homme. Merci beaucoup Didier Lemaire. Et pour poursuivre la réflexion, je recommande vos livres, et notamment le dernier, Petite philosophie de la nation, c'est chez Robert Laffont. Merci. Merci beaucoup Didier Lemaire, et merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir commenté avec nous cette décision de justice. Restez avec nous dans un instant, on évoque un monstre sacré de l'économie française, André Citroën. Son petit-fils est avec nous et il est bien décidé à ce que plus que jamais la République, elle, honore la mémoire de son grand-père, et peut-être qu'il trouvera un allié au ministère de l'économie, si on en juge par ces déclarations du nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand. Face à ces défis, il faut, je crois, et comme l'a dit le Premier ministre, tout simplement commencer par dire la vérité et avoir des convictions fortes. La première, c'est qu'il faut poursuivre le combat pour la souveraineté de notre pays. C'est le combat pour la souveraineté alimentaire et la défense de nos agriculteurs que tu as connu, cher Bruno, dans d'autres fonctions également. C'est le combat pour notre souveraineté énergétique à laquelle je tiens tant. J'ai mené ce combat à l'Assemblée nationale, je le continuerai. C'est le combat pour la souveraineté industrielle, technologique, numérique, alors que des gigapuissances politiques, économiques la mettent en péril. C'est enfin, oui, le combat pour les finances publiques plus robustes, sans lesquels nous dépendrons toujours des autres. Et pour mener ce combat, soyons clairs, nous avons besoin de l'Europe. Nous avons besoin d'une Europe forte, qui ne tombe pas dans la naïveté. Une Europe qui défende toujours l'intérêt des nations. Bonjour Henri-Jacques Citroën. Bonjour. Précisément, donc Antoine Armand qui déclare qu'il veut défendre la souveraineté française dans un cadre européen. Ça vous fait deux arguments pour défendre votre cause, non ? Ah, tout à fait. La cause André Citroën au Panthéon, elle obéit à plusieurs motivations. On est dans un contexte de réindustrialisation de la France. Et donc ça rejoint ce qu'a dit le ministre, et ce que dit le gouvernement depuis un certain temps, puisque c'est à l'ordre du jour, cette réindustrialisation. Et en même temps, on est à la recherche de la cohésion sociale. Et donc André Citroën, on pourra en parler tout à l'heure, a mené des politiques sociales qui étaient vraiment d'avant-garde, surtout quand on voit à quelle époque c'était. Et puis le renforcement du rôle de la femme. Il était meilleur en politique sociale, en politique marketing qu'en gestion. Il était... c'est pas lui qui était chargé de la gestion. Et tout s'est bien passé d'un point de vue gestion, les résultats étaient là, jusqu'à la mort de Georges-Marie Hart, qui était son ami, c'était son conseiller, c'est celui qui modérait ses ardeurs, et qui est mort à la fin de la croisière jaune en Indochine. Et donc André Citroën, c'était une traversée de l'Indochine. La traversée, c'était la plus grande expédition, je dis toujours ça, de l'histoire du monde. C'était la traversée en 1931-32 de Beyrouth jusqu'à Pékin, y compris en traversant l'Himalaya avec les autochenilles. C'était, comme disait mon grand-père, le test ultime pour les hommes et pour les machines. Donc les autochenilles, on peut rappeler ce que c'était peut-être ? Alors les autochenilles, c'était des voitures qui avaient été conçues par l'ingénieur russe Kegress, et dont mon grand-père avait acheté le brevet. Et ce sont des voitures tout-terrain, c'est l'ancêtre des tout-terrains. Les roues avant, comme dans toute voiture, mais à la place des roues arrière, vous avez les chenilles comme dans les chars, les tanks de guerre. Voilà. Et donc ça permettait de passer partout. Et donc, il connaissait bien cette technique parce qu'il avait contribué lui-même à l'industrie de guerre. C'est le début d'ailleurs de l'épopée Citroën. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vous remercie de me faire parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire, parce qu'elle est très frappante en soi. André Citroën, au début de la Première Guerre mondiale, est envoyé au front, comme tous les hommes valides. Il se retrouve dans les tranchées. Et il se rend compte très vite, au bout de quelques semaines, que les Allemands envoyaient sur les lignes françaises beaucoup plus d'obus que le contraire.
Donc il se dit, si on continue comme ça, on ne peut pas gagner, on va perdre la guerre. Donc il demande à la famille de lui obtenir une audience avec le ministre de la Guerre pour proposer la construction immédiate d'une usine d'obus. C'était un petit industriel, elle n'était pas connue à l'époque. Et comme le gouvernement français n'avait rien à perdre, on lui a dit allez-y. Et là, il fait quelque chose qui est absolument étonnant, surtout pour ceux qui connaissent l'industrie. En l'espace de 4 mois, il achète les terrains de Javel, là où se trouve le parc André Citroën actuellement. Il construit le bâtiment de l'usine, qui est un bâtiment gigantesque. Quand on va produire des obus, c'est pas le petit atelier du coin. Il achète les machines, certaines étaient importées. Il crée le process de fabrication. Il passe les accords avec les sous-traitants et les fournisseurs. Et il embauche 3500 personnes pour commencer, dont les 3/4 étaient des femmes, puisque les hommes étaient au front. Et pour que les femmes travaillent dans de bonnes conditions, nurserie, garderie, infirmerie, vestiaire avec douche, prime d'accouchement, prime d'allaitement. En 1915. En 4 mois, après avoir eu l'audience avec le ministre de la Guerre, la production commence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que quelqu'un, face à l'adversité qui le touche, parce qu'il avait perdu son frère au début de la guerre, mais surtout face à l'adversité qui touche la nation, réagit et agit. Quel souvenir vous gardez de lui ? Ah, mais il est mort en 1935. Donc vous ne l'avez pas connu. Non, pas du tout. Et alors vous êtes beaucoup trop jeune. Voilà. Quel obstacle vous rencontrez dans cette opération ? Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle parce que l'argumentaire est tellement formidable que partout où je vais, mais les gens écoutent, mais avec un énorme intérêt. Je suis invité ici et là, même par les médias. Et donc, l'histoire est tellement belle que je suis trop content de la raconter. Alors, c'est une histoire qui est l'histoire magnifique de ces industriels qui ont forgé des marques mythiques et puis des produits mythiques et qui ont contribué à l'industrialisation de la France et à sa puissance. Question, on fait entrer André Citroën, pourquoi pas, mais ne faut-il pas faire entrer aussi d'autres grands noms comme Louis Renault, Armand Peugeot et peut-être aussi Michelin ? Je vais vous répondre parce que c'est un sujet qui a été abordé avec beaucoup de monde. Louis Renault, il y a carton rouge. Bon, ça on le sait, son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Les autres que vous avez mentionnés, il n'y a pas vraiment de prénom. Enfin, prénom, par exemple, on m'a dit Michelin. Quel est le Michelin ? Lequel ? Mais même Peugeot, vous avez cité Armand Peugeot. Mais ils sont nombreux, les Peugeot. Et donc, quand on regarde qui pourrait entrer au Panthéon pour représenter les chefs d'entreprise et les industriels, puisqu'il n'y en a pas, André Citroën remplit toutes les cases, non seulement industrielles, mais en plus de ça, sociétales et rayonnement de la France. Ce que les téléspectateurs ignorent d'ailleurs, c'est que nous sommes tout près ici, rue de Provence, du berceau de la famille Citroën. Ah oui, il a vécu toute son enfance, son adolescence et ses premières années d'adulte dans le 9e arrondissement. Il est né rue Laffitte, effectivement, et après il est allé dans le 16e pour se rapprocher des usines qui étaient dans le 15e. Un fait ignoré, c'est que c'est un pionnier du marketing. Comme dit quelqu'un qui est un spécialiste de la question, Jacques Séguéla, c'est André Citroën qui a inventé la publicité moderne, le marketing moderne. Pourquoi ça a été inventé ? Parce que à partir du moment où vous décidez de produire des voitures à grande échelle pour donner de la mobilité à la population, donner de la mobilité aux entreprises, les voitures, il va falloir les vendre. Et donc pour les vendre, il faut créer un réseau très rapide. C'est pour ça que dès le début, il envoie des directeurs pour créer des succursales, des agences dans tous les pays européens, même jusqu'à Moscou, en Grande-Bretagne, etc. Et ensuite, il se dit, il faut qu'on parle de l'entreprise. Et comme a dit un journaliste il y a quelque temps, c'est André Citroën qui a inventé le buzz. Alors, pour faire parler de lui, qu'est-ce qu'il fait ? Le nom Citroën sur la Tour Eiffel pendant 10 ans, à partir de 1925 jusqu'en 1934. La Tour Eiffel, quand on est à Paris, on la voit tout le temps, très souvent. Et vous vous rendez compte, pendant 10 ans, vous regardez la Tour Eiffel, vous y avez le nom Citroën de jour et de nuit. Ensuite, les croisières dont je parlais tout à l'heure, la croisière jaune, mais avant ça, il y a eu la croisière noire, dont on va célébrer les 100 ans le 28 octobre prochain. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une expédition qu'on est en train d'organiser avec un certain nombre de spécialistes, d'anciens coureurs de rallye. C'est la traversée de toute l'Afrique en voiture électrique Citroën Ami.
Et donc les voitures ont été adaptées pour avoir plus d'autonomie, pour être un peu tout terrain. Bon, donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours l'adaptation donc aux questions de société. Et puis également la recherche toujours de l'innovation technologique chez Citroën. Est-ce que justement c'est pas là où son héritage a été le plus respecté finalement dans l'histoire de cette aventure? Vous avez raison. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il faut que l'entreprise ait entre 5 et 10 ans d'avance sur tous les concurrents. Et si on a une telle avance, on est tranquille face aux concurrents. Donc c'est pour ça que chez Citroën, il y a toujours eu cette recherche, mais qui s'est poursuivie après son décès en 1935, de la recherche, de l'innovation, de toujours la voiture qui va frapper les esprits. Quel regard vous portez justement sur l'absorption de Citroën et de sa sœur siamoise, désormais Peugeot, depuis les années 70, par Stellantis? Est-ce que vous ne craignez pas que justement toute cette originalité, tout ce qui a fait la force et tout ce qui a fait le prestige de ces histoires soit noyé dans un espèce de conglomérat international? Oui, c'est le grand risque, parce que Stellantis n'a pas de nationalité, puisque c'est 14 marques qui sont importantes dans divers pays. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, on constate que la direction de Stellantis, je regrette vraiment de le dire, mais elle ne manifeste pas d'intérêt envers le passé de ces marques, et en particulier envers le passé glorieux de Citroën. Le fait que le conservatoire Citroën, donc qui était un musée, un semblant de musée, disons, mais que c'était quand même un bel endroit où on pouvait voir 350 voitures iconiques, vient de fermer. Parce qu'aucun endroit n'a été trouvé pour l'installer, parce qu'ils devaient quitter l'endroit où ils étaient à Aulnay-sous-Bois. Vous voyez Citroën, Peugeot et DS qui sont absents de rétromobile. Vous dites, mais comment se fait-il? Je veux dire, c'est la grande fête des voitures anciennes qui plaisent tant aux Français, et on n'est pas présent. Vous avez quand même, il y a Rétroviseur qui fait quand même... Alors Rétromobile, c'est le salon des voitures anciennes, mais bon, quand même un hommage à la 2 chevaux. Toutes les voitures Citroën du siècle. Et à toutes les voitures Citroën du siècle, et effectivement un entretien même avec vous. Ouais, et donc, et un siècle d'amour, qui est le titre, c'est parce que je peux vous dire que dans tous les rassemblements où je vais depuis des années, en particulier depuis 2019, quand il y a eu le centenaire de Citroën, mais l'engouement et l'enthousiasme est impressionnant. C'est comme avait dit une journaliste qui m'interviewait quand il y a eu le rassemblement du siècle, c'était le Woodstock de Citroën, il y avait 60 000 personnes qui sont venues à la Ferté-Vidame. Il avait dit qu'en observant ce qui se passait, c'est qu'il y a 2 personnes en France qui peuvent réunir autant de gens de toutes origines sociales, toutes origines géographiques, de tous âges, avec un tel engouement et un tel enthousiasme, c'est Johnny Hallyday et André Citroën. Vous avez parmi les arguments qui portent justement le progrès technologique, l'intégration économique et sociale de la femme, et puis on l'a évoqué aussi, c'est le profil européen de votre famille. André Citroën, les gens ne le savent pas, est devenu français à l'âge de 18 ans pour pouvoir entrer à Polytechnique. Et c'est son père et sa mère qui immigrent en France. C'est une famille qui est d'origine hollandaise, donc le père est hollandais, la mère est polonaise. D'où le tréma sur le... Voilà, c'est quand on l'inscrit à l'école pour faciliter la prononciation qu'on rajoute le tréma. Et il épouse une Italienne, ma grand-mère. Puis si on va plus loin, ma mère était hongroise, naturalisée suédoise pendant la guerre. Moi, je suis né en Espagne, j'ai un beau-frère qui est danois, etc. On est une famille. En fait, européenne. C'est Stellantis. C'est Stellantis avant l'heure, votre histoire. Voilà. C'est peut-être ça que vous devriez faire valoir. C'est bien dit. Carlos Tavares. Vous avez fait vous avez donc lancé une pétition pour cette entrée au Panthéon. Combien vous avez obtenu de signatures jusqu'à présent? Mais on ne fait pas trop d'efforts pour, disons, promouvoir la pétition. On l'a mis en ligne parce qu'on s'est dit s'il y avait des personnes qui voulaient manifester leur soutien. Ceci dit, vous dites pourquoi cette pétition est importante. Donc là, il faut... Non, mais je vais vous dire, ce qui est important, c'est tout le bruit que l'on fait autour de ça. Parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que c'est le président de la République qui, souverainement et tout seul, décide qu'il va aller au Panthéon. Donc, c'est lui qui doit être convaincu. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une matrice d'opinion qui montre au président qu'il y a un intérêt et un intérêt positif. Alors, on invite évidemment les gens à signer les pétitions, parce que s'il y avait vraiment beaucoup de monde,
bon, il y aurait un chiffre qui viendrait argumenter en notre faveur. Mais si vous voulez, ce que j'essaye de faire, et c'est pour ça que je fais des conférences ici et là, on m'invite dans les universités, devant même les syndicats. J'ai eu l'occasion de faire un discours devant le syndicat CFTC. D'ailleurs, le président de la CFTC, président national de la CFTC, il est dans notre comité de soutien, tout comme le président du MEDEF. C'est intéressant de voir que le patronat, les syndicats, on est en train de les contacter, parce que ce serait bien qu'ils nous rejoignent. Quels sont les arguments justement que vous pouvez porter auprès des syndicats pour qu'ils vous soutiennent ? Alors, la politique sociale, parce que c'était une politique sociale pas seulement pendant la guerre, mais après, ça a toujours été perçu comme quelque chose qui était vraiment d'avant-garde, un traitement vraiment de faveur, une attention extrême accordée aux personnes. Je vais vous donner un exemple, vous voyez pourquoi je dis ça. Quand Lindbergh traverse l'Atlantique en solo, quand il arrive près des côtes françaises, il arrive en pleine nuit, et après avoir atterri, il dit, moi, ce qui m'a guidé, c'est le nom Citroën sur la Tour Eiffel. Et quand mon grand-père entend ça, il l'invite tout de suite à visiter l'usine. Donc, Lindbergh s'y rend avec le président, l'ambassadeur des États-Unis, et il visite l'usine. Et à la fin de la visite, mon grand-père organise un grand banquet, 6000 personnes, les 6000 ouvriers. Une autre question que je voulais vous poser. Vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. Il est en déficit abyssal. Une ou deux mesures à prendre aujourd'hui pour pouvoir repartir ? Il est abyssal, mais si on considère les services, c'est moins abyssal. Hein. C'est les importations, exportations des biens, mais effectivement, il est abyssal. Bon, il faut, mais on le dit depuis longtemps, il faut partir à la conquête des marchés. Les marchés existent ici et là. On a des entreprises qui sont très performantes, mais parfois, ce que j'ai observé, c'est que vous avez des entreprises qui sont bien implantées dans 24 pays. Et puis qui se disent bon, ça se passe bien pour moi comme ça, pourquoi j'irai dans des nouveaux pays, etc. Parce qu'il faut que j'investisse, il faut que je trouve des voies et moyens pour pénétrer ces nouveaux marchés. Mais il faut que ce soit un effort collectif où il faut aller attaquer les marchés ici et là. Et puis il faut surtout protéger nos entreprises, parce qu'il y a des activités de prédateurs d'un certain nombre de puissances qui ne sont pas forcément nos amis d'un point de vue économique. Comment les protéger ? Déjà, le gouvernement a créé le CICE, qui est le service d'information stratégique et de souveraineté économique, donc qui observe... Ça va dans le bon sens. Ouais, voilà, il y a des mesures qui sont prises, mais il faut que les gens soient plus vigilants. Merci beaucoup. Si André Citroën rentre au Panthéon, est-ce qu'il faut qu'il le fasse en DS ? Vous avez très peu de temps. DS ou traction avant ? On verra ça. Merci beaucoup, Henri-Jacques Citroën, en tous les cas, d'avoir défendu la candidature de votre grand-père, André Citroën, au Panthéon. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit.